Nous sommes face à des gens qui ont une force qui est celle d'un imaginaire régressif, celui de l'inégalité, de l'autorité et de l'identité. Et donc tous ceux qui partagent un idéal d'égalité, de liberté, de fraternité, c'est-à-dire l'idéal opposé, doivent faire mouvement ensemble, doivent faire mouvement commun, parce qu'on ne combattra pas ces forces régressives en faisant de la politique comme avant, parce qu'elle est désertée, elle est parfois discréditée et elle crée du refus, du désabusement, de l'abstention. On a besoin de réinventer la politique et la manière d'en faire aussi. On a besoin de faire tomber les frontières entre la société civile et les politiques traditionnelles. Et surtout, on a besoin de retrouver de l'espoir. Voilà. Tout ce qui vient de la gauche du PS, qui fait un pas de plus de côté, c'est positif. Voilà. Maintenant, justement, comme tu le dis toi-même, il y a des choses qui existent. Et il ne faut pas faire comme s'il y avait une feuille blanche du côté de tout ce qui est à gauche du PS aujourd'hui. C'est pas vrai. Il y a le M6R, il y a eu les chantiers de l'espoir, il y a le Front de gauche. Et deuxièmement, je pense aussi qu'on ne peut pas contourner 2017. Là, c'est ça qui est particulier, c'est qu'on est tous ici ensemble, alors que je crois que, par exemple, en Ile-de-France, j'ai vu des gens qui sont sur 3 listes différentes. Mais en même temps, c'est bien justement de se dire qu'on n'est pas dans des boîtes dans lesquelles on ne peut pas sortir, mais au contraire, on est dans des moments et dans des lieux où on peut dialoguer. La petite critique que je fais pour l'instant, c'est que justement, le mouvement commun fait comme si il fallait, on se donne rendez-vous pour l'après. Bah non, on ne peut pas se rendre rendez-vous pour l'après. Il ne faut pas qu'on ait que cette échéance présidentielle en tête. Pour moi, c'est pas ça qui fonde le mouvement commun. Ce qui fonde le mouvement commun, c'est le long terme et c'est la nécessité de faire vivre nos valeurs et de les porter sur le long terme et autrement qu'au niveau des appareils traditionnels. Là, c'est pas une organisation entre partis. On n'était pas un parti politique ni quoi que ce soit. Ça s'occupe de la chose publique, ça s'occupe de la chose politique parce qu'on se pose des questions publiques et politiques, mais l'objectif n'est pas ni de se présenter aux élections, ni de réunir les différents partis politiques de gauche. Il y a plein d'autres cadres d'ailleurs par ailleurs pour le faire qui sont extrêmement intéressants. Moi je suis élu donc j'ai aussi d'autres endroits pour faire ça, mais c'est pas l'objet ici. Si cet endroit est une occasion pour pouvoir s'exprimer en tant que citoyen en dehors des partis, je pense que beaucoup de gens y seront sensibles. Et je souhaite au mouvement commun tous mes vœux de bonheur, de réussite, de progression. Je souhaite qu'ils s'élèvent de plus en plus haut, de plus en plus fort, de plus en plus grand et qu'ils réunissent de plus en plus de personnes à droite, au milieu, à gauche, si tant est qu'elle existe encore, mais apparemment elle existe toujours. Je vous remercie tous, merci pour bien, merci à tous. Alors Bouria, je te salue Bouria. Je te salue Frédoc. Je vous salue tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour ce mouvement commun. Je vous salue ceux qui ont encore du cœur. Il y a eu Bouria qui a fait son appel, qui a lancé un appel il y a quelques mois, mais en dehors de, entre guillemets, de Bouria, évidemment, qui a une place importante, ça, c'est aussi plein de gens qui se sont mis à un moment donné autour de la table en se disant qu'est-ce qu'on fait de ça, comment est-ce que, justement, nous, on commence à quelques-uns à faire mouvement commun ensemble pour entraîner d'autres gens, et puis par capillarité, par rhizome, parce que ça déborde. Pour le coup, c'est vrai que c'est une tradition des écologistes qui sont issus des mouvements associatifs de la société civile, mais aujourd'hui, on est un parti politique. Pas comme les autres, mais on est un parti politique quand même et qu'on ne peut pas considérer que c'est les partis politiques qui ont la solution dans la période qui vient à eux seuls. Ils en font partie, mais ils ne sont pas les seuls détenteurs de cette solution. Effectivement, par exemple, moi aujourd'hui, je suis engagée dans une campagne politique sur un objet très précis qui est la question des élections régionales, mais là, c'est pas le sujet. Notre sujet, c'est la société dans son ensemble, telle qu'on veut la transformer demain, en 2017, mais après aussi. On est sur le long terme. Elle dit genou à terre, je n'ai pas su quoi faire, elle a vécu l'enfer. Maman. Donc il faut se retrouver dans toute notre pluralité, dans toutes nos diversités, pour brandir
cet idéal d'égalité qui est au cœur du mouvement de la République. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté mouvement qui fasse fédération, qui fédère les énergies, donc entre des gens qui probablement ont des convictions communes, mais aussi des actions communes. Et donc, je ne sais pas comment ça va se passer, hein, mais en tout cas, mon espoir, c'est effectivement qu'on sache réagir en exigeant que finalement le citoyen, à la base, ait les moyens de beaucoup plus qu'avant marquer sa propre destinée avec les autres. Ce que je dis, c'est que j'ai envie qu'on relève la tête tous ensemble. Voilà. Tous ces gens qui croient en des valeurs communes, en des causes communes et qui ont envie de faire en sorte qu'elles ne soient pas seulement dans les têtes, mais qu'elles s'appliquent dans les faits, eh ben, il faut qu'on arrête d'être déprimé, il faut qu'on arrête de se dire que c'est pas possible, il faut qu'on arrête de se dire que la vie politique est déprimante, mais que tous ensemble, on relève la tête et on décide de créer une dynamique optimiste qui permettra de remettre en lien, et ça c'est un vrai problème aujourd'hui dans notre pays, le politique et les initiatives locales, citoyennes qui sont très nombreuses sur les territoires, mais qui n'arrivent pas à parler ensemble d'une même voix. L'idée qui a besoin de partir du citoyen de base pour exprimer les valeurs de la gauche contre la finance, et que donc ça suppose de refonder les choses. Que les gens commencent à reparler ensemble de tout ce qui ne va pas. Il faut chaque fois réinventer, il faut chaque fois retrouver de l'énergie pour penser le présent et le futur. Oui. On part de la base, et d'ailleurs c'était intéressant dans l'organisation de la journée aujourd'hui où finalement tout le monde est au même niveau. Il y a des gens ici qui sont connus, et des gens qui sont moins connus, des gens qui passent à la télé, des gens qui passent pas à la télé, des gens qui sont élus, d'autres pas. Et ben tout le monde s'est retrouvé à parler au même niveau ensemble dans les ateliers. C'est aussi ça, à mon avis, une des marques de fabrique de ce que doit être le mouvement commun. Qui ne peut pas tricher, je salue toi, qui peut même en pleurer, de toi surtout pas. Voilà, j'attends que toute la société soit représentée, quoi. J'espère qu'on ne va pas se retrouver contre PS. Évidemment, il y a des gens qui sont dans des partis politiques, mais il y a aussi plein de gens qui ne sont pas dans des partis politiques. Et si on veut recréer du sens commun aujourd'hui, on le fera surtout avec tout le monde. Or, vu le nombre de gens qui adhèrent encore dans les partis politiques ou même malheureusement qui votent, si on ne repose pas sur toute la société, on n'arrivera pas à faire grand-chose. Mais nous sommes dans ces sociétés où le rêve est un rêve américain individualiste, il est vrai que ça m'a un peu touché. Et je me dis, créer une chanson pour des gosses et les faire chanter Ubuntu, nous serons le 3 juin à Sarcelles, nous serons 2000 sur le stade, pas dans le stade, sur le stade, 2000 à chanter cette chanson-là que nous allons faire qui s'appelle Ubuntu. Un citoyen, j'habite à Saint-Denis, à l'île Saint-Denis pour être précis, et on a fait mouvement commun par nécessité. Donc là je rebondirai un petit peu sur la chanson qu'on a pu entendre tout à l'heure et qui rappelle quand même des choses essentielles. C'est qu'il faut être ensemble. Sur mon pull il y a écrit Africa is the future. Donc on essaye aussi de revendiquer une autre façon de construire la ville et de faire société. Et aujourd'hui d'arrêter de dire nous on est les gentils et vous vous êtes les méchants. Allez, je laisse la parole tout de suite à Nicolas Prévost de la papeterie de Docelles, dont il faut que je vous dise qu'à chaque fois que j'ai voulu rentrer Docelles dans en fait, le logiciel, le traitement de texte, le correcteur orthographique voulait marquer docile. Et je me suis dit que vraiment ça n'avait aucun rapport avec vous. Non, pas du tout. Donc bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Prévost, je suis venu vous parler donc, de la papeterie de Docelles. Alors Docelles c'est dans les Vosges, à 20 km d'Épinal. Alors une papeterie dans les Vosges, c'est pas très original, hein, mais cette papeterie, c'est peut-être l'une des plus anciennes usines de France. Elle a été fondée en 1478, à l'époque c'était le moulin du Grand Mai. Là où vous avez une autre date, 1452, on n'est pas très certain. C'est vrai qu'il y a plus de 500 ans, c'est pas facile de retrouver les archives. Donc Docelles, un village du papier, une cité du papier depuis le 15e siècle. Pourquoi une cité du papier? Tout simplement, dans les montagnes des Vosges, l'eau, la proximité de la Suisse, d'où venaient les vieux tissus qui étaient réacheminés pour fabriquer le papier au départ, puis ensuite
la fabrication du papier avec le bois qu'on trouve en abondance dans les forêts vosgiennes, font que il y a beaucoup de papeteries dans les Vosges, et rien qu'à Docelles, il y avait 5 papeteries. Et aujourd'hui, la papeterie de Docelles, celle de la papeterie qu'on a appelée aussi autrefois la papeterie du Grand Mai, c'était la dernière encore en activité, jusqu'à 1978, où elle a été rachetée par un groupe international, Kymmene, un groupe finlandais. Cette entreprise, donc, qui était au départ une entreprise familiale, est devenue une partie intégrante d'un grand groupe industriel qui a fusionné avec un autre groupe en 1995 qui s'appelait UPM. Une usine moderne qui était également servie par un personnel très qualifié. En effet, on a la chance, juste à côté, à Gérardmer, d'avoir un centre de formation au papier qui forme des techniciens et des ouvriers de très grandes compétences. Et puis en 2013, donc il y a 2 ans, au mois de janvier, c'est la stupéfaction. Le groupe UPM, d'un seul coup, nous annonce la mise en vente de notre usine et se donne 6 mois pour trouver un repreneur. Alors donc c'est de là qu'est venue notre idée de créer une société coopérative, reprenons nous en tant que salariés reprendre l'usine, un projet qui a été plutôt accueilli avec bienveillance par les dirigeants d'UPM au départ. Notre but, c'était pas de rester en concurrence au groupe UPM ou au grand groupe papetier sur des marchés traditionnels, comme le marché de l'enveloppe, qui était l'un des marchés principaux du papier pour l'enveloppe. Nous, notre but, c'était de nous orienter vers des marchés de niche, des marchés qui sont encore en progression, sur lesquels il y a beaucoup moins de tension, comme le marché, par exemple, de l'impression numérique, qui est un marché en progression d'environ 8% par an. On a reçu, bien sûr, le soutien des élus locaux qui s'engageaient à nos côtés dès le début, du Conseil général, des Vosges, du Conseil régional. On a même été reçu par un ministre du redressement productif, M. Montebourg, qui a ouvert pour nous une réunion capitale qui s'est passée à Bercy, donc au ministère. Le 5 mars 2014, UPM a refusé notre plan de reprise, et d'un seul coup, l'usine, qui n'avait plus de valeur aux yeux des dirigeants d'UPM, a pris une valeur énorme. D'un seul coup, ils nous ont dit qu'elle valait 10 millions d'euros. Dans un premier temps, le tribunal de commerce a observé qu'il y avait connexité avec l'affaire au Conseil des prud'hommes, ce qu'avaient fait remarquer les avocats d'UPM. Donc on nous a renvoyés au Conseil des prud'hommes. Puis arrivé au prud'homme, le Conseil des prud'hommes, les avocats d'UPM ont argumenté en disant que pour une cession d'actifs, ils n'étaient pas qualifiés du tout, ils étaient incompétents, et qu'il fallait renvoyer l'affaire au tribunal de commerce. Pour nous, la lutte continue. Donc la lutte continue parce que notre lutte, elle est juste. Notre lutte, on lutte pour l'emploi local, pour faire renaître une activité économique dans une usine qui a plus de 500 ans d'existence. Une usine qui a été fermée donc en janvier 2014. Les licenciements ont été bon train. Tout le monde a été licencié entre février et l'été 2014. Le PSE maintenant est échu. Il est clair aujourd'hui que la volonté de ce groupe financier, UPM, n'a jamais été ni de vendre, ni de donner l'usine, encore moins, mais bien de bloquer toute reprise possible de cette unité de production et de cette activité. La meilleure preuve, c'en est aussi que, bien sûr, il y a une convention de revitalisation qui est en cours, avec un volet de reprise, de recherche de repreneurs, et à 10 millions, il n'y a personne qui est intéressé pour racheter une usine à 10 millions d'euros dans les Vosges. Notre lutte, donc, elle continue. Nous avons lancé un appel aussi dans la presse. On a été soutenu on a trouvé du soutien auprès de députés, de parlementaires, de sénateurs et de sénatrices d'ailleurs aussi, qui ont relayé notre appel, qui ont interrogé aussi le pouvoir exécutif. Et aujourd'hui, eh bien, on attend des réponses. On n'a toujours pas de réponse de M. Macron, M. Valls, M. Hollande. Ils restent totalement muets sur notre dossier. Et aujourd'hui, donc, notre espoir, il réside dans la justice. Nous espérons que les sanctions seront à la hauteur des dommages qui nous ont été causés. Ça fait plus d'1 an qu'on aurait voulu redémarrer notre activité, qu'on n'a pas pu le faire. Et on espère effectivement que la justice condamnera le plus sévèrement possible les responsables de cette casse sociale impardonnable et inacceptable. Alors, je ne sais pas quelle image vous avez de la campagne ou de la ruralité. Ce que je peux vous dire, c'est probablement votre première destination de vacances. Vous avez probablement des parents ou des amis qui y vivent, qui y ont vécu.
Vous avez sûrement en tête aussi un truc qu'on vous a appris à l'école qui s'appelait l'exode rural, c'est-à-dire depuis un siècle et demi, les gens quittent les campagnes pour aller vivre en ville. L'exode rural, c'est fini. Aujourd'hui, on parle d'exode urbain. Vous avez 100 à 200 000 personnes qui quittent les villes pour venir s'installer à la campagne chaque année. Vous savez qu'on sera à peu près 10 millions de plus dans une trentaine d'années en France. On ne pourra pas vivre dans les villes. Depuis le début de l'après-midi, il y a des caméras qui tournent. Il y a là-haut le vidéomaton qui est en permanence. Vous pouvez passer tout ça parce qu'il va y avoir une web TV du mouvement commun avec des programmes. Et il y a déjà un certain nombre de choses qui existent, dont des reportages qui vont être diffusés sur cette web TV. Donc qu'est-ce qu'on veut maintenant? Donc en opposition, on a mis ces 3 piliers qui sont la participation citoyenne, la transparence au niveau de l'information et la collégialité en termes de gouvernance. L'élément majeur de la participation, c'est effectivement des réunions publiques participatives. On priorise avec les habitants des actions qui vont être menées. Difficile dans les systèmes de vote actuels, c'est que en fait on vote pour une personne. Et moi, je ne veux plus voter pour une personne, je veux voter pour prendre des décisions, pour participer à la vie de mon village. C'est vrai que je vais à la mairie un peu comme je me sens chez moi, un peu à la mairie. Il faut bien comprendre que ce qui se passe à Saillant, c'est quelque chose de nouveau. On est en train de l'apprendre, les élus comme nous. Est-ce qu'on va arriver à la fin de la mandature d'avoir fait tout ce qu'on voulait, d'avoir des super fonds? Un élu et représentant du peuple, les habitants sont concernés par les affaires de la cité et on vit dans une démocratie, à savoir le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. On a juste fait ça, nous. À un moment donné, il faut reprendre ses responsabilités et se dire citoyen du monde. Et en tant que citoyen du monde, je ne peux pas simplement avoir ma petite vie personnelle, ma petite maison, mon petit travail, et puis consommer. Effectivement, chacun a sa place. Et on doit la prendre. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours, à supposer qu'il vous intéresse et qu'il prenne sens par rapport à ce qu'on est en train de dire ou d'essayer de faire aujourd'hui. Donc je suis journaliste, j'ai commencé à l'être à la radio France Bleu Melun qui n'existe plus désormais. Et en fin de compte, le sens de mon parcours s'explique à partir du moment où on m'a demandé, quand j'étais à France Bleu Melun, d'aller faire un reportage dans les Tarterets, donc pas très loin de Melun. Et on m'a demandé d'aller chercher telle et telle personne, de me ramener tel et tel sujet. On m'a passé commande en fin de compte sur ce que je devais faire sur mon métier de journaliste. Donc j'y suis allée en m'interrogeant, en trouvant cette démarche un petit peu étrange. Et je me suis rendu compte sur place évidemment que ce qu'on avait demandé, ce qu'on avait passé commande, c'est pas du tout ce que j'allais ramener. Donc j'ai quitté Radio France et je me suis tournée donc vers cette radio Génération, il manque un reste d'ailleurs, Génération qui est une radio hip-hop. Et donc j'y suis arrivée, pas du tout parce que je suis noire, pas du tout parce que je tourne sur la tête, pas du tout parce que je viens d'un quartier, mais parce que ces sujets m'intéressent et que là-bas j'ai pu donc exercer mon métier librement, proposer des choses que je n'aurais pas pu faire autrement et surtout avec des angles que je choisissais et qui correspondaient à ce que je voyais sur le terrain ou ce que je voyais en écoutant tout simplement les gens. Merci beaucoup. Je suis rebeu, mais je travaille pas chez BRFM aussi. Donc oui, je suis aussi pas un narrateur du tout, donc pardonnez-moi, je m'excuse déjà. Donc oui, je voudrais remercier déjà les initiateurs donc, du mouvement commun, m'avoir invité, merci beaucoup. Monsieur Pourri Amir Chahi aussi, merci. Je vais revenir par contre sur une parole, pardonnez-moi pour ceux que je vais égratigner, mais la parole de notre cher Premier ministre, qui nous a qualifiés de voyous. Personnellement, je rajoute une petite chose, je ne suis pas un voyou. Je suis un père de famille comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup de mes collègues. Je remercierai aussi tous les acteurs de cette lutte, ceux qu'on a pu voir ou ceux qui travaillent dans l'ombre. J'ai pu en voir énormément dans la salle et j'en suis très content. Une dernière chose, sachez qu'on ne lâchera rien.
D'ailleurs, c'est rigolo parce que ceux qui parlent le plus simplement et le plus clairement, et ben finalement, c'est pas les politiques, c'est juste les gens qui ont une expérience citoyenne et qui la partagent. Et je pense que ça, c'est ce qui est le plus important et c'est une bonne leçon. Que l'idée de mouvement commun, ça me plaît bien parce que, bon, les petites chapelles les unes à côté des autres, ras-le-bol. Vous êtes satisfaite de tout ce que vous avez entendu et vu? Bon, c'est déjà un bon début? C'est un très bon début, oui. Est-ce qu'il faut qu'ils suivent, qu'ils soient à la hauteur de nos espérances? J'apprécie l'événement, surtout dans la dimension qui faisait intervenir non seulement des politiques et aussi des personnes des mouvements associatifs, que j'apprécie beaucoup. J'ai aimé l'aspect non partisan. Je trouve que ce serait bien de construire une France et un autre monde qui ne soit pas forcément clivé gauche ou droite. Je suis un peu abasourdie de tout ce qui s'est passé, mais tout ce que je peux dire, c'est encourageant. C'est-à-dire qu'au moment où la gauche ne correspond plus à ce qu'on attend de la gauche, oui, là c'est une grande respiration qui vient de se passer. Et ça a l'air très enthousiasmant, donc je vais continuer de suivre ça avec grand intérêt. Après, tout dépend de ce qui va se passer et comment ça va se concrétiser, quoi. Dans mon groupe de travail, c'est ce qu'on a dit, le mouvement commun, la première chose qu'il doit faire, c'est de partir de ce que les gens y vivent, et peut-être c'est ce que la politique a oublié depuis longtemps. Et donc ce que je souhaite maintenant, c'est que tous ensemble, c'est-à-dire tous ensemble et non pas du haut en bas, on continue et qu'on fasse revivre la gauche telle qu'elle doit être. Oui, et surtout il faut être tous ensemble et égaux aussi dans la parole politique, parce qu'on peut souvent être tous ensemble, mais je crois que c'est aussi ça qui est très important. C'est clair. On ne peut y arriver que tous ensemble. Et c'est ce qui a été oublié. Et une des pistes qui peut nous permettre de refonder notre modèle de citoyenneté, de démocratie, tout ça. Et puis c'était intéressant de faire autrement qu'on fait d'habitude, hein. Se mettre autour de la table, que chacun respecte l'autre, attend tour de parole, et puis recommencer par la base. C'est peut-être par là qu'il faut recommencer. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui il y aurait encore un endroit où on était capable de faire ça ensemble, à part entre amis éventuellement. Et si on peut construire un mouvement citoyen où chacun a le droit de parler, voilà, c'est parfait. Moi, c'est la première fois que je discute avec des gens qui peuvent être à la fois élus, pour des gens avec qui c'était la première fois qu'ils discutaient politique, avec des jeunes, des moins jeunes, et ça, je trouvais ça quand même vachement bien. Bon, après, il y a encore beaucoup de choses à construire, mais c'est déjà une bonne étape. Moi, ça fait un peu depuis 2012, là, j'en ai marre de dire que ça va pas. Effectivement, ça va pas, mais j'ai retrouvé là un petit espoir pour reconstruire autre chose, peut-être. Voilà. Donc la télé du mouvement commun a pour objectif assez ambitieux finalement de rejoindre à sa manière celles et ceux qui essayent déjà de combler ces demandes. Concrètement, il s'agit de ne pas laisser seuls dans l'arène médiatique des éditorialistes et des journalistes qui imposent peu à peu une pensée unique, libérale le plus souvent et de plus en plus conservatrice malheureusement. Merci encore de votre propos, pardon du temps, mais on remettra ça dans la télévision, dans des débats de ce type. Mais en tout cas, on vous a bien entendu et vous êtes pour nous tous, toutes celles et ceux qui sont intervenus aujourd'hui, des exemples inspirants de ce qui convient sans doute de faire pour nourrir le nouveau modèle qui doit émerger, qui doit naître. Alors, nos amis espagnols disaient nous sommes fatigués d'être fatigués. Ils ont dit Podemos, nous pouvons. Les Américains avaient dit en 2008 Yes we can. C'est-à-dire qu'ils ont voulu transformer une résignation, une colère, un abattement en énergie positive, combative, qui consiste à ne pas accepter l'inacceptable et ces dérèglements fous du monde, pour reprendre l'expression d'Amin Maalouf. Et donc, ces moments de révolte qui nous perturbent tous, qui nous mettent en colère, doivent aussi être pour nous un point de départ. Mais la fierté, la grandeur de vous tous, de nous tous, pas qu'ici dans cette salle, de ceux qui ont signé, puis de ceux qui n'ont pas signé mais qui vont nous rejoindre, c'est justement de ne pas baisser les bras, de ne pas renoncer en disant tout simplement le refus des projets imposés d'en haut, de vouloir y participer, et de vouloir inventer, pas simplement dans l'aigreur, justement pas du tout dans l'aigreur, la nouvelle démocratie. Je dis, c'est une expression qui m'est personnelle, vous n'êtes pas obligé de la partager, que la Révolution française n'est jamais achevée. Elle est toujours à parfaire. Ah oui, il faut faire en sorte que d'un système délégataire, qui est déjà bien, c'est une belle invention, on passe à un système plus inclusif,
le participatif, pardon l'expression, il y en a d'autres, des mots à la mode ces dernières années. Pour comprendre que, où qu'on soit dans son territoire, dans son entreprise, dans son pays, on a le droit d'être associé. C'est un devoir et une obligation morale pour une démocratie moderne y compris, que d'associer les citoyens, les citoyens, à ce qui est tout simplement à eux, leur vie, notre vie. C'est une nécessité quand, plus que jamais, on voit des périls écologiques, la raréfaction des ressources et la guerre générée par ces périls écologiques et la raréfaction de ces ressources, le plus souvent privatisées par quelques-uns. Alors à ceux qui disent « Oui, mais c'est quoi ce mouvement commun? Où est-ce qu'il veut aller ?» Souvent, des gens du passé, de l'ancien régime, d'un régime à bout de souffle. Il n'en peut plus. Je dis que le nous, notre nous, il est en devenir. Il a plus de chances, lui, de répondre à l'avenir que ceux qui nous font le procès de ne pas tenter. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.